Dr Alpha Amadou Danobari à présent dans ce studio. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, professeur Bano. Bien. Et évidemment, vous ne pourrez pas vous débarrasser de ce statut aussi de ministre. Comme le dit Aluseni Makanera, on est ministre à vie. Oui, cabinet Fofana, pour commencer. Alors, professeur, on vous a suivi la semaine dernière. Vous relatiez un peu le rêve qui est le vôtre sur l'avenir de ce pays. Est-ce que ce rêve-là, cette série de rêves, procède donc d'un constat ou de l'échec de notre pays de n'avoir pas pu transformer les opportunités de notre indépendance acquise le 2 octobre 58? Manifestement, lorsqu'on regarde la réalité de notre positionnement économique, on est en droit de considérer que le potentiel qui est le nôtre n'a pas été suffisamment bien exploité. Vous savez, même si je ne suis pas un spécialiste du développement économique, je crois pouvoir dire que le développement, c'est la combinaison de facteurs internes et de facteurs externes. Parmi les facteurs internes, on a le potentiel naturel du pays. Quand vous regardez la Guinée, vous regardez le sol, vous regardez l'hydrographie, vous regardez le potentiel halieutique, vous regardez le potentiel minier, vous vous rendez compte qu'en réalité, nous avons une matière sur laquelle il est possible de bâtir le développement. Malheureusement, 65 ans plus tard, on est dans la situation où le potentiel n'a pas été suffisamment mis en œuvre, en tout cas suffisamment valorisé. Ça, c'est une réalité que nous devons constater, mais qui peut changer, mais quand même, c'est une réalité. C'est une réalité et peut-être la suite, c'est de savoir cela est certainement dû à quoi, globalement? Alors, je vous ai dit, le développement, c'est la combinaison de facteurs internes et de facteurs externes. Quels sont les facteurs internes? Grosso modo, c'est le potentiel du pays plus les ressources humaines. Et entre les deux, le facteur le plus important, ce sont les ressources humaines. Absolument. Ce n'est pas le sol ou le sous-sol qui développe un pays. Ce sont les femmes, les filles, les hommes du pays. Leurs compétences, leur capacité à transformer la nature en richesse. Malheureusement, on doit constater qu'on n'a pas suffisamment mis en exergue, mis en valeur, ni développé nos ressources humaines. Alors, sur le cadran de l'histoire, vous êtes un témoin certainement de l'histoire, je vais dire cet échec-là est parti à partir de quand? Parce que si on remonte jusqu'à l'indépendance, en termes de responsabilité des régimes, est-ce que le premier régime n'y a pas consacré assez de force dans la formation des élites, donc des ressources humaines? Est-ce que le premier régime a réussi tout de même ce pari-là? Est-ce que depuis là, vous savez, on a perdu le... Oui, vous savez, le problème en Guinée, c'est qu'on cherche toujours à faire le procès. On cherche le coupable. Et on est à la recherche justement des causes. Oui, on cherche le coupable. Oui. Si vous regardez le nombre de Guinéens formés, envoyés à l'étranger sous la Première République, vous ne pouvez pas considérer qu'il n'y a pas eu un effort conséquent en matière de formation sur les ressources humaines. Pratiquement, à une période donnée, tous les jeunes Guinéens titulaires du baccalauréat soit étaient à l'université, soit étaient partis à l'étranger. L'Union soviétique, la Roumanie, la Cuba, l'Algérie, tous les pays. Ce processus, il a eu lieu. Deuxième élément, si vous prenez la première période,
c'est-à-dire le plan triennal. Le plan triennal a donné énormément de résultats économiques à la Guinée. Le plan quinquennal aussi a donné des résultats un peu en deçà du plan triennal. Par la suite, ça a été beaucoup plus difficile. Pratiquement, les progrès économiques du pays ont commencé à devenir difficiles dans les environs des années 70-71 après l'agression. Le pays s'est recroquevillé sur lui-même, s'est tourné vers lui-même, jusque dans les années 1977 avec la révolte des femmes, avant que le pays ne s'ouvre. Malheureusement, beaucoup de retard avait déjà été pris par rapport à cela. Deuxième élément qu'il faut prendre en considération, même si vous mettez en œuvre des ressources humaines dans le pays, vous avez besoin d'investissements directs. Je demande à tous les Guinéens d'aller sur le site de la Banque mondiale et de regarder le site, de vérifier l'aide au développement reçue par la Guinée depuis 1958 et les investissements directs qui ont été réalisés en Guinée depuis 1958. Vous allez vous rendre compte que sous la Première République, les deux gros investissements privés directs en Guinée, c'est pratiquement la CBG et OBK. En dehors de cela, les investissements directs ont été relativement faibles. La période où il y a eu une aide au développement relativement importante en Guinée, c'est entre 1985 et 1993. Ok. Et dès qu'on est revenu au parti politique, pratiquement l'aide au développement a baissé. Donc, nous n'avons pas su ni pu attirer des investissements directs, productifs. Pas pour venir faire des ateliers de renforcement, disons, de sensibilisation. Non, des investissements productifs. Des usines capables de permettre en réalité de créer des emplois, de transformer. Nous n'avons pas eu suffisamment. Ce qui fait que notre handicap, il est à la fois interne, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de ressources humaines formées et qualifiées. Et quand je parle de ressources humaines, ce n'est pas simplement les diplômés de l'enseignement supérieur. C'est aussi et surtout l'enseignement technique, la formation technique et professionnelle. Et si vous regardez, beaucoup d'entreprises étrangères qui viennent s'implanter sont obligées d'importer des ouvriers qualifiés dans la sous-région. Ça, c'est un constat, c'est une réalité qui montre encore une fois de plus les lacunes que nous avons accumulées dans le temps en matière de ressources humaines. Oui, on va continuer. Oui, c'est quoi vous avez, oui, dans votre intervention, vous l'avez rappelé qu'on n'a pas pu obtenir, on n'a pas pu motiver, encourager l'investissement dans le pays. Comment expliquez-vous cela? Quelles sont les causes? Et deuxièmement, je crois que le feu président Ahmed Sékou Touré avait entamé un processus d'industrialisation. Il y avait beaucoup d'unités industrielles qui avaient été créées, mais avec l'avènement du CMRN, le Comité militaire de redressement national, et sous ces unités industrielles progressivement ont pu disparaître. Comment expliquez-vous tout cela? Alors, je vous ai dit, le plan triennal a été le meilleur plan, qui a eu le meilleur résultat, parce que grosso modo, la quasi-totalité dont vous parlez là, c'est le plan triennal et un peu le plan quinquennal. Qu'est-ce que c'est le plan triennal, professeur? C'est exactement ce qu'on a ramené maintenant, c'est-à-dire que c'est un document de stratégie en matière de planification en matière de développement, pour encadrer les investissements publics et privés dans le secteur économique. Grosso modo, c'est ça. Ce plan triennal, je peux vous garantir, pour tous ceux qui l'ont lu, c'est le meilleur plan. Et c'est celui qui a donné le meilleur résultat en termes de, disons, d'investissement économique structurant. C'est-à-dire des investissements qui devraient permettre au pays, sur un certain nombre de segments, de pouvoir produire en Guinée, de consommer en Guinée. Bien. Et vous, triennal et quinquennal. Et puis après, naturellement, je vous dis, la politique a pris le dessus. Tout est devenu très, très, très politique. Et on a
on n'a pas pu valoriser le reste. Maintenant, la privatisation, en fait, contrairement à ce que beaucoup disent, il était question, même du temps de la Première République, vers la fin de la Première République, il était question de privatiser. Le gouvernement guinéen avait négocié avec le FMI, la Banque mondiale, pour qu'il y ait un accompagnement pour rendre le tissu économique plus performant. Ce n'est pas la Première République qui a eu à le mettre, c'est la Deuxième République. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a correspondu à une période internationale, le triomphe du libéralisme avec une doctrine qui est venue des États-Unis. L'État ne doit pas être un État producteur. Il doit être un État régulateur, un État qui prend des impôts, des taxes et tout ce qui s'ensuit, mais il ne doit pas produire. On a appliqué cette philosophie et parfois, dans la privatisation des entreprises qui existaient, beaucoup de gens qui ont racheté ne voulaient pas continuer l'activité économique. Ce qui les intéressait, c'était de récupérer le terrain sur lequel il y avait les installations oui. Pour en faire autre chose. Ce qui fait que la privatisation n'a pas été une privatisation permettant la continuité des activités économiques, ça a plutôt été, disons, le terme qui a été utilisé, ça a été du bradage. Les gens ont récupéré le terrain et ont fait d'autres investissements. Certains aussi ont trouvé un terme du genre le libéralisme sauvage. Est-ce que vous l'acceptez dans votre vocabulaire ou pas? En fait, vous savez, il y a une chose que les Guinéens doivent savoir. C'est que à un moment donné, le mouvement est venu des États-Unis, il s'est propagé dans le monde, c'est devenu la philosophie néolibérale. Et ça a été imposé pratiquement à tous les pays parce que ces pays avaient besoin de financement, d'accompagnement, d'aide budgétaire auprès du FMI et de la Banque mondiale. Et puis on leur a dit, écoutez, c'était la condition. Il faut naturellement mettre les gens au dehors, il faut fermer, tout ce qui n'est pas rentable, il faut fermer, tout ce qui s'ensuit, il faut vendre. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'accompagnement. En fait, aujourd'hui, si l'on compare la situation actuelle et par exemple à la situation à cette période, aujourd'hui, en Occident, les entreprises ont des difficultés, mais on ne les ferme pas. L'État devient actionnaire, injecte de l'argent pour pouvoir relancer la production. En fait, on nous a proposé un modèle qu'eux-mêmes n'appliquent pas dans leur propre pays. Bien. Malheureusement, on était trop faibles pour pouvoir discuter de cette philosophie. De notre indépendance à nos jours, quelles sont donc les grandes occasions qu'on a manquées? Comment n'a-t-on pas pu donc transformer tout ce potentiel et naturel qui s'offre à nous jusqu'à date? C'est là-dessus que nous sommes. Talibé Bari, on va continuer avec vous. Oui, professeur, vous avez parlé des investissements importants sous le plan triennal et le plan quinquennal sous Sékou Touré. Vous avez parlé de la période 85-93, mais vous n'avez pas parlé justement de la situation des investissements sous Alpha Condé, parce que le régime Alpha Condé revendique justement un bilan économique important aligné sur des investissements dans l'électricité et dans d'autres domaines, mais aussi le pullulement, si on peut le dire, de sociétés minières, notamment dans le secteur bauxitique. Oui, vous avez raison. Mais vous savez, je pense qu'il y a deux paramètres qui m'amènent à ne pas, disons, mettre l'accent sur ça. La première, c'est que j'étais un acteur. C'est comme si j'étais venu dans cette émission pour défendre un bilan, celui du gouvernement dans lequel j'étais jusqu'au 5 septembre. La deuxième, c'est que quand on fait une analyse de cette nature, il faut prendre du recul. C'est-à-dire qu'il faut donner du temps au temps. Moi, je ne suis pas un journaliste. Je ne commente pas l'événement. Bien. J'analyse les faits lorsque ça a pris un peu de temps et j'ai pris le temps de regarder la documentation et de regarder les effets des investissements qui ont eu lieu. Voilà. Oui, on va aller avec vous, Emmanuel Milimono. On a célébré le 2 octobre cette année sous le terme
s'inspirer du passé pour construire l'avenir ensemble. Et justement, si on en est là aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que sur le plan historique, sur le plan social, sur le plan culturel, nous n'avons pas, depuis 1958, pu profiter justement de toute cette diversité, tous ces atouts socio-culturels, historiques de notre pays pour arriver aujourd'hui en 2023 à avoir une nation, un pays, une nation au sens réel du terme. On est une nation. On est une nation. Les Guinéens se reconnaissent comme des Guinéens. Je ne connais pas un Guinéen qui n'aime pas la Guinée. Ça n'existe pas. Ouais. Oui. Et puis, il y a une autre chose que je dois vous dire. Nous sommes le seul pays en Afrique au sud du Sahara où il n'y a jamais un mouvement sécessionniste à l'intérieur du pays. Vous en avez eu au Sénégal, vous en avez eu en Côte d'Ivoire, vous en avez au Mali, au Burkina, vous n'en avez pas en Guinée. Cameroun. Vous n'en avez jamais eu en Guinée. Ce que les Guinéens veulent, c'est être Guinéens. Participer à la vie politique, économique de la Guinée. De la nation. Ça, c'est une chance extraordinaire. Nous sommes un pays qui n'a pas... On a eu des tensions ethniques relativement importantes. Mais nous n'avons jamais connu une guerre tribale d'ampleur qui fait que on va parler, on va dire que en fait, on se déchire. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, comme sociologue, je pars de l'hypothèse que tous les régimes qui se sont succédés en Guinée n'ont pas travaillé sérieusement, en dehors du verbiage, sur ce qui nous unit pour renforcer l'unité nationale. Écoutez-moi bien. Les ethnies existent en Guinée. Elles existeront toujours. Certaines des ethnies vont disparaître. Certaines vont disparaître et renaître. Certaines vont s'agrandir. Certaines vont se rétrécir. Parce qu'absorbant d'autres. Parce que les ethnies, c'est un corps vivant. Nous appartenons tous à un groupe ethnique. Puisque nous sommes une société patriarcale, nous appartenons au groupe ethnique de notre père. Si nous étions une société matriarcale, probablement certains parmi nous qui se réclament aujourd'hui X ou Y ne se réclameraient pas X ou Y, ils se réclameraient Z ou V. Nous connaissons notre ethnie aujourd'hui. Nous ne connaissons pas l'ethnie de nos parents il y a de cela 3, 4 ou 5 générations. Et nous ne pouvons pas savoir quelle sera l'ethnie de nos descendants. Je dis souvent, aussi longtemps qu'il y a une socialisation, il y aura une ethnicisation. Parce que le processus de socialisation, de familiarisation est un processus d'intégration dans un groupe donné. Absolument. Où on vous apprend une langue, on vous apprend des façons de faire, des rites, et vous, exactement. Mais si vous êtes né tout de suite, même si vous avez un patronyme X ou Y, vous êtes né dans un environnement différent de vos parents, vous aurez une socialisation différente de vos parents. Comme pour dire que le milieu fait l'homme. Exactement. Et aujourd'hui, vous avez combien d'ethnies en Guinée? Écoutez, les plus nombreux en Guinée, je vais vous le dire aujourd'hui. Ce sont les Dialonké et les Sarakolé. Bien. Tout ce que vous entendez Camara en Guinée, qu'il soit Camara Soussou, Peul, Malinké, Pelé, Thomas, en fait, ce sont des Dialonké qui ont été absorbés par d'autres. Vous prenez aujourd'hui tout ce qui, si c'est Fofana, Kaba, Touré, Souare, Sako, ce sont des Sarakolais à l'origine.
en vivant dans un environnement donné, ils sont devenus malinqués. Dans d'autres, ils sont devenus peuls, ainsi de suite. Ceux qui ont grandi ici à Dubreka sont devenus Soussou. Je vous dis encore une fois de plus, c'est un faux problème qui a été transformé en une véritable bombe atomique. Bien. C'est ça la vérité. Ça veut dire quoi? Et toutes les communautés que nous avons en Guinée ont développé des mécanismes dans le temps. Celles qui ont vécu ensemble, qui ont cohabité, qui ont échangé. Ils ont créé des systèmes de cousinage à plaisanterie. Ils ont inventé des systèmes de transversalité de noms, de famille, qui fait qu'en réalité, chaque fois que vous quittez votre communauté et vous partez dans une autre communauté, vous êtes intégré dans une famille donnée. Écoutez-moi, chaque fois que vous allez quitter, vous allez partir dans un endroit, en Guinée, vous n'êtes pas dans un environnement qui n'est pas de votre ethnie. Vous trouverez une mère, vous trouverez un père, vous trouverez une famille. On va vous intégrer. Jamais dans l'histoire de l'humanité, deux personnes ne se sont battues parce qu'ils ne se comprennent pas ou qu'ils n'appartiennent pas au même groupe ethnique. Lorsque les gens se battent, lorsqu'il y a des conflits dans un pays, c'est des intérêts. Quel est le problème en Guinée? 1, c'est l'accès à la présidence. 2, c'est l'accès à la fonction publique. 3, c'est l'accès au marché public. 4, c'est l'accès aux services sociaux de l'État. En fait, toute la question ethnique en Guinée est en lien avec l'État et ses privilèges. Parce que tout simplement, le système qu'on a mis en place jusqu'à présent n'est pas un système transparent qui permet en réalité une compétition loyale entre des individus sans tenir compte de leur appartenance à gauche et à droite. Et tous les incapables de Guinée qui sont dans l'administration utilisent l'ethnie. Tous les incapables, oui, ils utilisent l'ethnie. C'est-à-dire que, écoutez, j'ai été ministre, il y a des gens qui sont venus dans mon bureau, je ne dirai pas le nom. Bien. Et ils se sont présentés à moi en me disant, voilà, en tout cas, nous sommes ensemble. Et puis, ils étaient même venus avec leur épouse. Bien. Parce que leur épouse est Peul. Voyez-vous, c'est votre soeur, c'est ma femme. Ouais. Écoutez, tout ça c'est des baratins, c'est-à-dire qu'on prend les gens pour des cons, mais puisque le pays est suffisamment bête pour croire à ce que les gens disent. Écoutez, l'ethnicité est une variable que les gens manipulent. Moi je connais des gens sous la Première République qui étaient malinqués, qui sont redevenus sous Lansana Conté, Soussou, probablement ils sont actuellement en train de changer encore. C'est comme ça que ça fonctionne. Bien, alors, docteur, peut-être Mamadou, pour coller à ce passage et votre série de rêves dans la déclaration que vous avez faite la semaine dernière, vous dites « Je fais le rêve qu'un jour, les jeunes sauront que leur pays est riche de sa diversité ethnique et culturelle. Oui. Qu'un Bari de Timbo est un Keta dans Niani et redevient Souma dans le Rio Pongo. Qu'un Kaba du Baté devient So dans Kebali et un Touré dans le Wassoulou. Qu'un Comté de Wawa devient Ba dans Gongoré. » C'est ce que vous voulez en fait ressortir en ici, fait, ce brassage ethnique. Exactement. Et je voulais en fait utiliser un peu de mots, dire aux gens qu'ils ne connaissent pas leur pays. S'ils savaient leur pays, ils allaient se rendre compte qu'en réalité, nous sommes un pays profondément métissé. Si quelqu'un vous dit en Guinée qu'il est Peul depuis son arrière-grand-père et qu'il n'y a pas eu de métissage dans sa famille, vous pouvez ajouter c'est-à-dire, littéralement. C'est-à-dire que tes parents n'ont jamais réussi. Bien. Le fait de métisser, c'est un indicateur de la réussite. On ne donne pas une femme à quelqu'un qui n'a pas réussi. Toutes les familles importantes en Guinée sont des familles métissées. C'est une règle. Et vous prenez l'histoire. Et c'est pour cela que j'accuse les différents régimes. Rien n'a été fait pour utiliser. Non seulement pour utiliser, mais pour informer, enseigner, pour partager. Vous avez des systèmes d'alliances qui ont été créés dans le temps. Est-ce que vous savez que pratiquement sur l'ensemble de la Basse-Côte, tous les fils de chefs devaient aller à Timbo pour terminer leur étude? Est-ce que vous savez que, par exemple, il y a un quartier à Cancan qui s'appelle Timbo? Pourquoi?
Parce que tout simplement, à un moment donné de l'histoire de Cancan, les gens sont venus se réfugier à Timbo et ont eu de l'hospitalité. Est-ce que vous savez, il y a tellement d'éléments de cette nature. De repères historiques. Il y a tellement de repères qui permettent en réalité de consolider. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous ici? Si on ne met pas de nom, c'est si on ne sait pas parler la langue. On est d'accord? Oui. Écoutez, depuis l'indépendance, pourquoi on n'a pas offert des cours de langue nationale, au moins dans l'administration, si ce n'est pas à l'école, gratuits, à tous les Guinéens, pour dire, tu es Soussou, tu veux apprendre Pulaar, il y a des cours de langue nationale, comme on dispense des cours d'anglais, tu viens apprendre le Pulaar, la langue. Si on fait ça, si les gens ne prennent pas, on peut utiliser d'autres instruments en disant, c'est très simple, hein, c'est un exemple. On peut dire, pour devenir sous-préfet, il faut parler deux langues nationales. Je peux vous garantir que vous allez trouver beaucoup de gens qui vont aller ici. Et même pour être candidat à l'élection présidentielle, pour devenir préfet, il faut trois langues nationales. Pour être gouverneur, il faut 4 langues. Il ne faut pas que Mori Kondé sorte des communiqués demain. Attendez, encore une fois, c'est pertinent quand même. oui, mais après, c'est une façon. Je dis, il ne faut pas que Mori tombe là-dessus maintenant. Non, c'est une façon. Tant mieux. Écoutez, qu'est-ce qui fait la force? Qu'est-ce qui fait la force d'un certain nombre de pays? Le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Niger et le Bénin. C'est que dans le temps, une langue d'une communauté a eu la possibilité de se propager et à devenir une langue pratiquement nationale. À l'intérieur du pays. Ce qui fait que tout le monde parle la même langue, même si on n'appartient pas au même groupe. Absolument. Au même groupe. Et cela ne veut pas dire qu'on ne parle pas sa propre langue. On parle l'une et l'autre sans que ça ne pose de problème. Pour des pays comme les nôtres, qui n'ont pas eu cette chance, c'est à l'État de travailler, d'agir. Au lieu de simplement, au lieu de faire simplement des discours bidons, nudité nationale, on est tous, mais c'est des histoires. Il n'y a pas d'action concrète. Écoutez, je vais vous dire une chose. Comment la France a consolidé l'esprit français? C'est l'armée, c'est l'école, c'est l'administration. Moi qui suis devant vous, la chance que j'ai eue par rapport à d'autres, c'est que je suis fils de fonctionnaire. Je suis rentré à l'école à Massanta. Quand je quittais Massanta, je parlais Thomas. Ok. J'ai étudié à Forêt-Caria, à Bofa, à Koundara, à Tougué. J'ai circulé avec mon père. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Lansana Conté est arrivé au pouvoir, on a sédentarisé l'administration. On ne mutait plus. De mon père, on ne restait pas plus de 4 ans au même endroit. Après, on a arrêté les mutations. On a sédentarisé, tout le monde est resté chez lui. Ça, c'est grave. Dans un pays, les gens doivent circuler. Et l'administration est un instrument de circulation des ressources humaines. Parce que si celui qui a entendu ou celui qui a vu et celui qui s'en est échappé ne court pas de la même. Absolument. Moi, j'ai beaucoup plus de sensibilité vis-à-vis de Massanta, où j'ai fait mon enfance. Quand je vais à Massanta, je passe, même quand je dois aller à Zérekoré, parce que l'activité c'est à Zérekoré, je passe une journée à Massanta, en suivant les sentiers, en retrouvant les chemins par lesquels je passais pour aller à l'école. Je vais chercher la fenêtre de mon père, où il mettait 5 francs pour que je puisse acheter, prendre l'argent et aller acheter du kouti. Docteur Bano Bari, ancien ministre de l'Éducation, éminent professeur de sociologie, qui fait un rêve à la Martin Luther King, bien entendu pour un idéal à la guinéenne, pour tout ce qu'il a donc évoqué dans ce sujet. Évidemment, c'est scientifique, sans état d'âme. Il porte son regard de sociologue sur notre société depuis l'indépendance à nos jours. C'est aussi ça qu'il faut faire en ces occasions que de rester dans les émotions et, comme il a dit, dans les gros discours. On va continuer avec lui. Lincoln Souma. Monsieur le ministre, pendant les grandes occasions, on se rend compte, comme vous l'avez dit, que les Guinéens n'ont jamais été en conflit. Oui. Main dans la main, c'est le cas d'hier. Oui. Sans policiers, sans gendarmes, tout le monde a fêté
en dépit de la fête organisée par les autorités. Et pas d'incident majeur. Mais nos dirigeants passent tout le temps à investir dans ce qu'on appelle la réconciliation nationale, les assises, ainsi de suite. Est-ce que cette réconciliation dont nous parlons est une nécessité ou c'est une façon peut-être d'amener les gens sur un terrain où on ne peut pas se retrouver pendant que ces Guinéens sont vraiment tranquilles? Parce que moi je parcours la Guinée. J'ai jamais appris qu'en Zéro-Corée, on a chassé les Soussous, les Malinqués, les Peuls de Kanka de l'autre côté. Mais toujours est-il qu'on dit réconciliation nationale. Pour quelle fin? Aussi, cela arrive pendant les périodes électorales. Écoutez, si on veut réconcilier en Guinée, on doit réconcilier les Guinéens avec son État. Toutes les violences qui ont eu lieu en Guinée, les gens se sont installés sur le fauteuil de l'État et ont violenté d'autres Guinéens. C'est au nom de l'État que la violence a eu lieu. Ce n'est pas des citoyens ordinaires qui sont partis trouver des citoyens ordinaires pour les violenter. Donc s'il doit y avoir une réconciliation, c'est une réconciliation entre les citoyens qui ont été victimes de l'État. Parce qu'au moment où la personne exerce l'autorité, elle parle au nom de l'État. Elle agit au nom de l'État. Elle agit au nom de l'État. Donc, c'est une réconciliation entre l'État et les citoyens. Pas pour donner de l'argent, mais que les gens disent la vérité. Disent comment leurs parents, pourquoi leurs parents ont été arrêtés, comment ils l'ont fait, où est-ce qu'ils ont été envoyés, où est-ce qu'ils sont morts. Les gens ont besoin d'avoir des informations. C'est aussi simple que cela. C'est un élément. Parce que tout simplement, c'est au nom de l'État que cette violence a été faite. Le monopole de la violence légitime a été exercé par des personnes qui exerçaient des fonctions. Autrement, la puissance publique. Exactement. L'autre des choses, entre les Guinéens, ce qu'il faut, c'est simplement faire en sorte que la compétition entre les Guinéens ne soit pas faussée. Ce qui fait la colère de l'un contre l'autre, c'est de savoir que vous avez occupé une fonction que vous ne méritez pas pour la simple et unique raison que vous avez des accointances avec le premier responsable. Ça, c'est dérangeant. Un pays doit fonctionner en mettant tous les citoyens. Parce que je vais vous dire une chose. Les talents, il y en a partout. Les imbéciles sont équitablement répartis dans les groupes ethniques. Les intelligences sont équitablement réparties. La loyauté, partout où vous avez des êtres humains, vous avez du pouvoir, vous avez de la trahison. En face du pouvoir, de l'argent et une belle femme, protégez-vous parce que celui qui est à côté de vous est en train lui aussi de vouloir récupérer. C'est une règle. Elle est humaine. Elle n'est pas propre à une catégorie, elle n'est pas propre à un individu. C'est pour cela que je dis, la réconciliation, c'est une réconciliation entre les citoyens et l'État guinéen. Et donc, à un moment donné, ceux qui incarnent l'État doivent avoir le courage, prendre la responsabilité, justement, d'assumer, si vous voulez, toutes les erreurs de l'État avant eux. Oui. Jusqu'à eux. Exactement. Je ne sais pas si Alpha Condé s'y est livré ou quel est le président de transition qui a voulu, au nom de l'État, prendre cette responsabilité. On n'a pas encore, on n'a pas encore opéré, si vous voulez, c'est ça. Voilà, cet exercice-là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut qu'on assume. Ouais. Il faut qu'on assume. Mais professeur, l'autre problème, c'est que quand c'est un ressortissant de la Haute-Guinée qui est au pouvoir, on pense que tout ce que l'État exerce en son temps contre d'autres citoyens est à mettre au compte de son ethnie. C'est là aussi, il y a cette frontière que les Guinéens n'arrivent pas souvent à faire. On pense que le régime de Sékou Touré a visé une ethnie, le régime de Conté en a visé une autre, le régime d'Alpha également, et le CNRD est également accusé par moment de tout cela. Est-ce que, comment faire pour que on intègre que ce que Mamadi fait, il ne le fait pas au compte de sa région ou de son ethnie. Ou ce que ses prédécesseurs ont eu à faire au nom de l'État. On a choisi un système politique où tout repose sur le président de la République. Depuis 1958, l'article 25 dit le président nomme à tous les emplois civils et militaires. Depuis lors, on n'a pas changé. Je vais vous dire, pour avoir regardé un peu,
pourquoi les gens autour du président souhaitent que le président soit seul un dieu dans le pays. Et j'ai compris. Je me posais la question et j'ai compris. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque le président est omnipotent, omniscient, il est comme un dieu sur terre. Si vous êtes à côté de lui, vous le faites faire ce que vous voulez et vous n'assumez pas la responsabilité des actes qui sont posés. Les gens qui sont autour du président souhaitent que le président soit fort parce que comme ça, ils vont prendre toutes les décisions au nom du président sans assumer la responsabilité qui incombe à la prise de décision. Direct, ouais. Tous les présidents guinéens devraient éviter d'être puissants et parce que leur cabinet va les manipuler. Et c'est ce qu'on appelle le système. Généralement, l'expression qui est utilisée, la plus courante pour faire passer n'importe quoi, c'est de dire ça vient d'en haut, ça vient du sommet. Oui. Vous ne savez jamais c'est lequel on sommet. Parfois, il n'est même pas au courant. Non, deux fois, on dit l'autorité. Ouais. On falsifie les décrets. On change les noms. On introduit quand le président est fatigué. Parce que même un ministre, si tu signes à partir de 15 heures, tu vas aller à la CRIEF. Hein. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Oui, vous êtes passé par là, par expérience. Il ne faut jamais signer des documents qui vous sont envoyés après 15 heures. Pourquoi? Jamais. Pourquoi? Parce que on sait qu'un ministre arrive dans les environs de 6 heures du matin, 6h30. Les bons ministres, en tout cas. Ça veut dire qu'au moment, à 15 heures, là, vous êtes complètement lessivé. Ouais. Parce que vous avez toute la journée où les gens rentrent avec leurs problèmes. Ouais. Et au lieu de venir avec des solutions, ils viennent avec un problème et ils vous laissent leurs problèmes. En fin de compte, si vous additionnez tous les problèmes qui sont venus dans votre bureau, votre tête là, c'est comme si vous aviez un conteneur. Vous ne comprenez plus rien. Donc imaginez la situation du président. Exactement. Imaginez... Et c'est pour cela que j'ai dit, le président devrait se libérer. Il faut décentraliser. Se libérer. Mais pourtant, ils aiment ça, docteur. Non, ils n'aiment pas. Ils aiment signer. Ils aiment qu'on dise le président, le président par là. Non. Ils adorent ça. Plus de 1000 décrets signés depuis le 5 septembre 2021. On les manipule. Donc, j'ai eu raison de dire tantôt que le système les a cooptés. Non, un président ressemble à un enfant. À qui on joue avec lui. On fait faire. Même s'il a l'impression d'être puissant. Non, on lui donne l'impression d'être... Quand il crie, tout le monde tremble. Ouais. Et puis, quand il tourne le dos... on fait ce qu'on veut. Bien. On est dans l'entourage, on introduit, on fabrique. Tout est contrôlé par des gens, un petit groupe. Parfois, quand vous les rencontrez dans la rue, ils ne sont rien. Hein. Ils marchent comme ça, très tranquillement, mais je peux vous garantir, les conseils occultes, ils sont puissants. Et c'est pour cela que nous avons un système, l'aboutissement de cela, naturellement, si on fait prendre au président toutes les décisions, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la population va considérer que ces décisions, et surtout si les gens prennent les mêmes décisions, parce que, encore une fois de plus, moi je suis Peul, je suis le président de la République. J'ai plus de relations avec des gens qui appartiennent à la même communauté que moi. Bien. Les gens vont circuler autour de moi. Si c'est moi qui prends toutes les décisions, chacun d'eux va aller chercher et il va amener. À force de nommer simplement des gens de ma propre communauté, les gens vont faire une association entre moi-même, ma communauté et les décisions que je prends. Alors qu'en réalité, je peux vous dire une chose aujourd'hui. Moi, je ne sais pas au début du règne de Alpha puisque je n'y étais pas. Mais depuis que je suis devenu conseiller, je peux vous garantir que chaque fois qu'on lui donnait des décrets, il criait sur les gens. En disant, non, vous ne pouvez pas mettre tout le temps les mêmes personnes. Ce n'est pas possible, la Guinée ne vous appartient pas. Ramenez. Ça, il le disait. Il le disait. Ce que je dis, c'est certifié. Tout le monde peut te le répéter. Mais après, on peut. Après, on voyait que c'était le même sens. Et comme aujourd'hui d'ailleurs, il est préférable. C'est la même direction. Il est préférable de changer le système. Au Sénégal, comment on fait les nominations? Au Mali, comment on fait? On a 1 minute. En Côte d'Ivoire, comment on fait? Mais c'est très simple. C'est les ministres qui portent les décrets, qui les envoient en conseil interministériel. Le débat se fait en conseil interministériel.
CV contre CV. Tu ne viens pas avec un CV. Pour chaque poste, tu viens avec 3 CV. Le débat s'instaure pour savoir quelle est la meilleure personne par rapport à ça. Et généralement, les décrets, pour le Sénégal par exemple, les décrets sortent avec le compte rendu du Conseil des ministres. Et quand on a fini, on prend ça, on envoie au Conseil des ministres. Et avant d'aller en Conseil des ministres, tous ces dossiers sont transmis au Conseil du Président qui analyse, les conseils vont analyser sur la base de ce qui a été fait au niveau des conseils interministériels. Bien. Et au final, le Président prend la décision. Bien. Docteur Amadou Bano Bari, franchement, professeur, une éminence grise. Le sociologue face à la société, c'est comme le médecin face à son malade, sans état d'âme, sans émotion, il ausculte, il apporte la solution. Et c'est ce qu'il fait. Et ce qu'il veut pour la Guinée, ce qu'il a rêvé comme Martin Luther King, c'est ce que j'appelle ici tous les matins une catharsis générale. Espérons bien qu'on peut y arriver. Et docteur, on voudra bien avoir une sorte de deuxième chapitre de cette émission, c'est très intéressant, sur le même thème, parce qu'il y a des aspects qu'on n'a pas abordés. S'il est disponible, on le prendra encore la semaine prochaine pour continuer sur ce sujet. Merci à tous ici en studio.